Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, de très belles lectures. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un update saga et au programme du jour il y en a pour tous les goûts, des livres complètement différents, des genres complètement différents. On va commencer avec du contemporain puisque j'ai lu La valse lente des tortues de Catherine Pancol paru aux éditions Le Livre de Poche, qui est le deuxième tome de ce que Livre Addict appelle la trilogie Joséphine Cortez, mais je pense que si je vous dis la trilogie Les yeux jaunes des crocodiles, ça vous parle peut-être un petit peu plus. On poursuit avec de la jeunesse, c'est devenu un petit peu un rituel. Je vous présente un tome presque dans chacun de mes updates saga. J'ai bien évidemment avancé dans l'épouvanteur et aujourd'hui je vais vous parler rapidement du tome 7, Le cauchemar de l'épouvanteur, bien évidemment toujours de Joseph Delaney, toujours paru aux éditions Bayard Jeunesse. Et pour terminer cette vidéo, on va partir pour le XVIIe siècle, la construction de Versailles, avec un roman historique puisque j'ai lu le premier tome de La Fontainière du Roi. Le premier tome s'appelle La Fontainière du Roi, c'est de Jean Diot, c'est paru aux éditions J'ai lu. On commence donc avec du contemporain puisque j'ai lu La valse lente des tortues de Catherine Pancol paru aux éditions Le Livre de Poche. Comme je le disais, c'est le deuxième tome d'une trilogie, une trilogie qui s'appelle Joséphine Cortez sur Livre Addict, mais je pense que si je vous dis la trilogie Les yeux jaunes des crocodiles, ça vous parle un petit peu plus. Je pense que ça vous dit quelque chose parce que c'est une trilogie qui a fait pas mal parler d'elle, qu'on voyait pas mal sur Booktube, sur la Blogo, etc. pendant pas mal de temps. J'ai lu le premier tome il y a environ 2 ans et j'avais un petit peu peur de me lancer dans le deuxième parce que je me disais qu'avec ma mémoire de poisson rouge, ça allait être une catastrophe. Mais finalement, pas du tout, c'est passé tout seul. C'est vrai que les tomes de cette trilogie sont quand même assez épais, comme vous pouvez le voir, et le troisième est encore plus gros, mais je vous rassure, ça se lit tout seul, ça se dévore, c'est juste parfait. Pour vous résumer cette trilogie, c'est un petit peu compliqué, j'ai peur de trop vous en dire, de pas assez vous en dire, donc je pense que je vais simplement vous lire la quatrième de couverture du premier tome, Les yeux jaunes des crocodiles, parce qu'en plus on retrouve vraiment la poésie, je trouve, dans ces quatrièmes de couverture, c'est plein de mystères. Voilà, c'est la plume de Catherine Pancol. Ce roman se passe à Paris, et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes et des femmes, celles que nous sommes, celles que nous voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge, mais aussi une histoire d'amour, d'amitié, de trahison, d'argent, de rêve. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie. Alors pour en venir maintenant à ce deuxième tome, La valse lente des tortues, j'ai été plongée dedans dès le début. C'était un plaisir de retrouver la plume de Catherine Pancol, comme je vous le disais, c'est une plume que je trouve percutante, que je trouve poétique et elle amène à tellement plein de réflexions sur la vie, sur la société, sur l'amitié, sur l'amour, sur tout un tas de sujets et de manière très très belle. Il y a des citations juste superbes que j'adore, ce genre de citations on les voit et on s'identifie tout de suite, ça nous percute, ça nous touche en plein cœur comme vous pouvez le voir. J'ai un petit peu abusé des petits post-it, mais voilà, c'est un livre qui m'a parlé directement et la plume de Catherine Pancol, c'est toujours un plaisir de la retrouver parce que elle est tellement belle. Ça a été un plaisir de retrouver tous les personnages que j'ai pris plaisir à découvrir au fil du premier tome et là on voit qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé, qu'ils mûrissent en fait, ils grandissent petit à petit au fil des tomes et c'est des personnages très attachants, ils ont tous leur personnalité, leur psychologie propre, c'est une chose que j'apprécie beaucoup. Le personnage de Joséphine est un personnage assez ambivalent, j'ai envie de dire, puisque d'un côté on a envie de la serrer dans nos bras, on a envie de la réconforter et de l'aider parce que ce qu'elle vit c'est pas forcément toujours simple, mais d'un autre côté on a envie de la secouer, on a envie de lui dire mais arrête un petit peu de te faire marcher sur les pieds, fais quelque chose, bouge, tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle prend un petit peu plus confiance en elle, qu'elle se laisse un peu moins marcher sur les pieds dans ce deuxième tome, qu'elle s'affirme. On a des femmes de caractère dans cette trilogie et je pense notamment à Shirley, voilà, les personnages sont juste géniaux. Pour en venir à l'histoire, c'est génial, on est un petit peu plus dans une atmosphère thriller à laquelle je ne m'attendais absolument pas dans ce deuxième tome, avec une fin pleine de tensions intenses, des rebondissements. C'était magistral, le cœur qui battait à fond à la fin, l'autrice a su m'amener quelque part, je m'attendais absolument pas à ça et c'était juste top. On a pas mal de références littéraires et grâce à Joséphine qui est passionnée du Moyen-Âge, on va apprendre pas mal de choses sur cette période historique. On voit que Catherine Pancol a fait pas mal de recherches, ça c'est vraiment super top. On va aussi découvrir Londres, je vous en dis pas plus, je vous dis pas grâce à quel personnage etc. parce que ce serait peut-être un petit peu vous spoiler le premier tome. Mais voilà, je suis une grande amoureuse de l'Angleterre, de la culture britannique, et donc découvrir ces descriptions de Londres, des parcs londoniens, des rues londoniennes,
C'était juste génial, c'était du voyage. En même temps, on reste en France d'un autre côté, on a du thriller, on a de l'amour, on a des réflexions sur la vie, on a une superbe plume, de très bons personnages. Vraiment, j'ai passé un excellent moment avec ce deuxième tome. Même s'il y a un petit bémol, c'est que l'autrice va amener, en plus de sa touche thriller, une touche paranormale. Voilà, j'ai pas trop compris ce que ça venait faire ici. C'est un petit peu dommage puisque on s'écarte du côté réaliste, du côté plausible, du côté naturel du premier tome qui fait qu'on se sent proche des personnages puisque c'est des situations de la vie de tous les jours dans une certaine limite. Hein. Je ne pense pas que je compte aller élever des crocodiles en Chine tout de suite, mais c'est des situations auxquelles on peut facilement s'identifier, des personnages auxquels on peut facilement s'identifier, et là petit à petit on dévie vers quelque chose d'un petit peu paranormal, un petit peu spécial quand même, notamment avec un bébé. Je vous en dis pas plus, motus bouche cousue, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais voilà, j'espère que ça va peut-être s'arranger, même si je vois difficilement comment ça pourrait s'arranger dans le troisième tome. En tous les cas, une chose est sûre, j'ai hâte de découvrir le troisième tome. Les écureuils de Central Park sont tristes le lundi, et de terminer cette trilogie que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si vous ne connaissez pas, je vous invite grandement à découvrir. J'ai hâte de lire d'autres livres de Catherine Pancol, je pense d'ailleurs que je vais lire toute la biographie de Catherine Pancol. On poursuit dans un autre genre avec Le Cauchemar de l'Épouvanteur, qui est le 7e tome de la saga L'Épouvanteur de Joseph Delaney. C'est paru aux éditions Bayard Jeunesse. Pour vous résumer rapidement la saga de l'Épouvanteur, si vous ne connaissez pas, on suit le personnage de Thomas Yard, surnommé Tom Yard, qui est 7e fils d'un 7e fils. En tant que 7e fils d'un 7e fils, il a des capacités particulières, notamment celle de pouvoir combattre l'obscur. Parce que oui, on vit dans un monde où l'obscur, les gobelins, les sorcières, même s'ils ne sont pas tous méchants, ils vivent dans notre monde, ils vivent voilà, avec nous, mais parfois il faut s'en occuper parce que comme je le disais, ils sont pas forcément toujours sympathiques et ils sont parfois même dangereux. Pour s'en occuper, il y a les épouvanteurs. Les épouvanteurs sont ces personnes donc chargées de lutter contre l'obscur, et c'est des personnes un petit peu particulières. Puisqu'on n'est pas épouvanteur comme ça, on va pas dans une école d'épouvanteurs, il faut déjà être 7e fils d'un 7e fils pour avoir cette capacité à sentir un petit peu l'obscur. Tom Yard va commencer sa formation d'épouvanteur aux côtés de Maître Grégory qui lui est épouvanteur depuis pas mal de temps, il a déjà vu pas mal de choses et c'est toute sa formation qu'on va suivre au fil des tomes, tout son apprentissage. Il va découvrir de nouvelles créatures, de nouveaux moyens de lutte contre l'obscur et nous on va découvrir tout ça à ses côtés. Il va faire de nouvelles rencontres, de nouveaux personnages et c'est tout ce qu'on va suivre au fil des tomes et c'est une saga juste génialissime. J'ai adoré ce 7e tome bien évidemment. Je vais passer très rapidement dessus, c'est un tome 7, je ne peux pas vous en dire trop au risque de vous spoiler, mais dès le début, j'ai eu de l'émotion. On avait des descriptions qui m'ont donné la chair de poule que j'ai trouvé horrible. Vraiment, je le redis à chaque fois, mais c'est une saga qui s'assombrit au fil des tomes. Tom grandit au fil des tomes, l'obscur monte en puissance, donc on a des choses de plus en plus horribles, de plus en plus sombres. Et vraiment j'ai adoré ce tome-ci, les relations avec les personnages, l'émotion, les descriptions, je l'ai dévoré en 2 jours, j'ai passé un excellent moment et ça promet vraiment pour le tome 8, là je sens qu'il va y avoir encore plus de frissons, que ça va être encore plus génial, même si ce que je viens de dire n'est pas très très français. Voilà, l'épouvanteur c'est juste topissime, les personnages, l'histoire, l'écriture, on est emporté dans ce monde, ces créatures, on a envie d'en savoir plus, on a un univers développé comme pas possible. Joseph Delaney a une imagination immense, on se dit qu'il nous a montré toutes les créatures, tout ce qu'il aurait pu déjà nous montrer, mais il sait nous surprendre à chaque fois, à chaque tome, avec de nouvelles créatures, de nouvelles histoires, de nouveaux personnages. Le tome 6 se passait en Grèce, donc on n'était plus dans le comté d'Angleterre dans lequel se passaient tous les tomes précédents. Et là on voyage encore un petit peu, je ne vous dis pas où, et apparemment on va voyager encore dans le tome 8, donc petit à petit Thomas parcourt un petit peu le monde, lutte toujours contre l'obscur. Et voilà, on découvre toutes les créatures obscures du monde en fait, et j'adore voyager à ses côtés, j'adore ses personnages, bref, j'adore l'épouvanteur. On va terminer cette update saga avec un roman historique puisque j'ai lu La Fontainière du Roi de Jean Diwo paru aux éditions J'ai lu. C'est le premier tome d'une duologie qui s'appelle la duologie La Fontainière du Roi. On est plongé au XVIIe siècle, la construction de Versailles. Pour vous résumer l'histoire, encore une fois, de peur de trop vous en dire, de pas assez vous en dire, eh bien je vais simplement vous lire la 4e de couverture. 17 août 1661. Le surintendant Fouquet donne une fête éblouissante au château de Vaux-le-Vicomte. Erreur fatale. Louis XIV est jaloux et Fouquet se retrouve en prison. Cette malencontreuse soirée aura une conséquence inattendue. Le jeune roi décide de bâtir le château de Versailles.
Pour réaliser ce projet colossal, il devra s'entourer des meilleurs artistes, dont le nôtre et François de Francine. C'est dans cet univers luxueux que va s'épanouir Clémence, la fille du fontainier. Espiègle et séductrice, elle plaira au roi qui en fera sa protégée. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce premier tome, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre qui m'aura beaucoup appris sur Versailles, sur sa construction, sur Vaux-le-Vicomte, sur pas mal de personnages historiques. C'est un livre qui est vraiment très complet, on a pas mal de notes de bas de page, donc on voit que l'auteur a fait des recherches, donc on a des informations complémentaires. Vous n'êtes pas forcément obligé d'aller voir les notes de bas de page, mais moi je trouve que ça m'a apporté vraiment des infos en plus. J'ai appris beaucoup de choses, en même temps de passer un très bon moment, donc ça, que demander de plus, c'est ça qui est génial avec les romans historiques. On voit pas les pages filer, on est attaché aux personnages et en même temps on apprend tellement de choses sur notre histoire. Comme je le disais, j'ai appris pas mal de choses sur des événements historiques mais aussi sur des personnages historiques, puisqu'on ne va pas seulement suivre Louis XIV, on va aussi notamment croiser Molière, La Fontaine, Racine, et ça m'a donné une envie irrésistible de me plonger dans les œuvres de tous ces grands auteurs. Voilà, c'est déjà que j'ai en ce moment de plus en plus envie de me mettre au classique, mais là j'avais tout de suite envie de lire du Molière, de lire du Jean de La Fontaine, parce que j'ai l'impression d'un petit peu plus les connaître, d'avoir vécu dans leur quotidien à travers ce livre, et ça c'était tellement top. On ne suit bien évidemment pas que des écrivains, on parle de la construction du château de Versailles, donc on va bien évidemment suivre André Le Nôtre, grand jardinier de Versailles, Le Vau, l'architecte de Versailles, Jean-Baptiste Laquintini, qui a fait un potager extraordinaire, mais on va surtout suivre François de Francine, comme vous vous en doutez, puisque on va suivre la fontainière du roi. François de Francine est le fontainier qui a fait donc toutes les fontaines de Versailles, en majorité, et il a fait un travail colossal, un travail impressionnant, et malheureusement je trouve quand on parle de Versailles aujourd'hui on pense facilement à Jean-Baptiste Laquintini, à Le Nôtre, à Le Vau, mais est-ce que beaucoup d'entre vous pensent forcément au fontainier qui a fait venir de l'eau à Versailles? Versailles à la base qui n'était que, si je puis dire, le château de chasse du père de Louis XIV, donc Louis XIII, un château dans un marécage. L'eau, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Il a réussi cet exploit de faire venir l'eau pour des fontaines grandioses, gigantesques. C'est vraiment incroyable et je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne pense pas forcément assez à lui. Et j'ai beaucoup aimé le découvrir à travers sa fille Clémence de Francine, qui est un personnage fictif, je tiens à le préciser. Jean Diot a complètement inventé ce personnage, mais c'est un personnage très attachant qui va nous permettre de découvrir l'histoire avec un grand H à travers la petite porte. On va découvrir la vie du roi, on va découvrir des écrivains comme je vous le disais, Molière, La Fontaine, on va découvrir la construction du château et c'est passionnant, c'est super intéressant. C'est une fille très attachante qui va aussi nous montrer les mœurs, les us et coutumes en fonction du rang social qu'on peut avoir dans la société, puisque bien évidemment elle fait partie d'une famille d'artisans, mais pas n'importe quels artisans, puisque son père travaille quand même à Versailles, qui est le projet du siècle, qui est quelque chose d'énorme. Son père n'est pas un simple fontainier, c'est le fontainier du roi, c'est le fontainier qui travaille à Versailles. Et de cette classe sociale, fille d'artisan à Versailles, elle va petit à petit évoluer et on va découvrir tout ce monde à ses côtés, on va découvrir des grands événements de l'histoire que je ne connaissais même pas à travers ses yeux. Et voilà, elle va côtoyer Madame de Sévigné et c'est juste génial, c'est immersif, l'auteur a une très belle plume, de très belles tournures de phrases, on est vraiment plongé au XVIIe siècle et j'avoue que j'avais pas du tout envie de quitter cet univers, donc je pense que je ne vais pas tarder à me plonger dans le deuxième tome et voilà, c'est super instructif. La fin, c'était juste énorme, on est parti sur un truc d'aventure, j'ai eu le cœur qui battait à fond, je ne sais même pas, ça s'est fini sur un cliffhanger en plus, donc voilà, il faut que je lise le tome 2 très rapidement. Après, c'est pas un coup de cœur, c'est vrai que je m'attendais à un coup de cœur puisque pas mal de gens dans ma famille ont beaucoup aimé ce livre, me l'ont recommandé chaudement pendant des années. Comme d'habitude, j'ai quelques wagons de retard et c'est que maintenant que je me plonge dans ce livre. Mais voilà, il y a quelques petites choses qui m'ont dérangée, notamment cette impression parfois de ne plus lire un roman historique mais de lire un livre d'histoire, d'avoir simplement des faits bruts mis les uns à la suite des autres, ça rendait la lecture plus lourde, plus dense. Malgré tout, je retire pas ce que j'ai dit, c'est vraiment très intéressant, c'est passionnant, mais ça apporte un petit peu de lourdeur au texte et j'avais cette impression que l'auteur voulait simplement caser ses recherches un petit peu par ici. Donc ça se lit pas vraiment très facilement tout le temps, tout du long, même si c'est immersif comme je le disais, même si on a des personnages attachants, même si c'est un vrai page turner,
Il y a des moments où je sentais ma lecture se ralentir, où j'avais vraiment besoin de concentration parce que je sentais que j'étais en train d'apprendre beaucoup de choses et ça c'est vraiment très bien, mais c'est vrai que ça faisait cette impression plus livre d'histoire. Les chapitres sont en plus de ça très longs, donc si vous êtes comme moi habitué à lire chapitre par chapitre ou à ne pas pouvoir faire une pause en plein milieu d'un chapitre, je sais que pour moi c'est impossible, je peux pas m'arrêter en plein milieu d'un chapitre. Il y a des moments où comme ça on était plongé dans ces faits historiques et où voilà, je commençais à avoir un petit peu de mal à arriver à la fin du chapitre pour ensuite retrouver Clémence, un vrai souffle de roman historique, on s'embarque, on tourne les pages pour retomber dans une énumération de faits historiques. Voilà, c'est pas un livre qui se lit d'une traite, je pense, malgré tout, c'est un super moment, une vraie plongée, je le redis encore, dans le XVIIe siècle. La construction de Versailles, c'est vrai que c'est pas mon époque de prédilection, c'est pas l'époque sur laquelle j'en sais le plus, mais j'ai envie maintenant d'en savoir plus, j'ai envie de me plonger dans le XVIIe siècle, dans la construction de Versailles, dans la vie à la cour du roi Soleil. C'était tout simplement passionnant, voilà. On a des descriptions sur la construction du château de Versailles qui sont assez techniques, mais malgré tout, même si j'avais l'impression de ne pas tout comprendre, ça m'a donné envie d'aller lire d'autres livres sur cette période, d'aller essayer de comprendre, d'aller enrichir mes connaissances. Et j'aime beaucoup ces livres qui vous donnent envie de découvrir d'autres livres, qui vous ouvrent tout un horizon de lecture. C'est vrai que comme cette période, je le redis encore, c'est pas la période sur laquelle je me connais le plus, et bien je ne connaissais pas vraiment tous les livres qu'il pouvait y avoir qui traitent de la vie à la cour de Louis XIV, que ce soit des livres vraiment d'histoire, ou que ce soit des documentaires, ou que ce soit des romans historiques. Et j'ai découvert un panel incroyable de livres et j'ai hâte de me plonger dans chacun d'entre eux. Je tiens aussi à faire une petite parenthèse pour dire qu'il y a des passages qui sont des transcriptions de textes de l'époque, notamment Colbert. Colbert qui était un petit peu le financier du roi, si je puis dire. On a des extraits de sa correspondance et donc c'est écrit en vieux français. Donc je tiens à vous préciser, c'est des passages qui sont peut-être un petit peu plus durs à lire parce que c'est pas écrit dans le français moderne, le français de nos jours d'aujourd'hui, mais voilà, c'est quand même un livre que je vous recommande, que vous intéressiez ou non à cette période de l'histoire, je suis sûre que ce livre va vous donner envie d'en savoir plus. Il y a de l'aventure, il y a de l'amour, il y a de l'humour par moments aussi, et il y a surtout beaucoup d'histoires. On en apprend tellement, mais tellement, c'est passionnant. Ça m'a donné qu'une envie, c'est tout de suite de prendre un avion, de voler pour le château de Versailles que je n'ai encore jamais visité. Mais une chose est sûre, maintenant ça fait partie de mes projets d'un jour visiter Versailles. Tellement bien, c'est un livre dont je n'ai jamais entendu parler sur Booktube, sur la blogo, et je trouve ça bien dommage. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les romans historiques, à prendre note de ce titre là, et j'espère qu'il vous plaira autant qu'il m'a plu en tous les cas. Moi j'ai hâte de plonger dans le second tome. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais comme d'habitude à tous plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, de très bons moments livresques, prenez grand soin de vous. Passez de très belles aventures parmi de très bons livres et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!